Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. François, comme vous le savez, a 80 ans cette année, Défense de la France, un journal chargé d'histoire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre de Gaulle. Bonjour, Pierre de Gaulle. Bonjour Xavier, merci de votre accueil. Oui, merci beaucoup. Alors, votre nom est chargé d'histoire bien plus que François. Et je tenais à vous recevoir parce qu'on va parler un petit peu d'histoire. On va parler de vous, on va parler de ce qui vous amène à aujourd'hui être dans les médias et faire un petit entretien essentiel pour évoquer divers sujets sur la France, sur les relations étrangères. Et peut-être pour commencer, pour vous présenter un petit peu, alors je sais que vous avez un nom évocateur pour beaucoup de personnes, mais vous n'êtes pas connu du grand public, votre nom est beaucoup plus connu, vous avez une carrière à l'international. Quand on porte un nom, un patronyme aussi marquant pour l'histoire de France, aussi marquant pour les Français, quand on est enfant, quand on est jeune, adolescent, ça veut dire quoi pour vous? Ça évoque quoi? Quel devoir? Alors c'est une source d'inspiration extrêmement profonde. C'est d'avoir grandi dans une famille de tradition, une famille de culture, une famille éprise d'histoire, et c'est bien évidemment l'histoire de la France. Tout ce qui fait notre richesse, notre grandeur, notre prestige, et également une famille qui est baignée de valeurs traditionnelles, c'est-à-dire j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui élevait à la fois la grandeur de mon pays, bien sûr, de notre pays, mais également valorisait les valeurs traditionnelles de la famille et de la religion, qui font beaucoup défaut dans le monde moderne d'aujourd'hui, qui est un monde matériel, un monde qui va vite, qui est un monde de l'individu. Et cette famille valorisait beaucoup la culture. Et je crois fondamentalement, dans ce monde d'instabilité, que ce qui peut tous nous réunir et donner les conditions de stabilité, de prospérité et de paix, c'est justement l'union des cultures et la connaissance des cultures de l'autre, c'est-à-dire le fait de se connaître, de se parler et de essayer de travailler à ce qui peut nous réunir plutôt que ce qui nous sépare. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui nous sépare parce que c'est un monde de l'individu. J'ai grandi, évidemment, pour revenir à votre question, dans les grandes épopées françaises, avec des références de littérature, des références de poésie, et surtout écouter, puisque j'avais 7 ans quand mon grand-père est mort, c'est jeune, mais j'ai pu me nourrir de tout ce que toute l'admiration des gens que j'ai rencontrés avaient de mon grand-père, ce qu'ils pouvaient en dire, des reportages, beaucoup d'étrangers aussi qui me parlaient de la France et de mon grand-père, et en ressentir à la fois une immense fierté et surtout beaucoup d'amour de notre France, beaucoup de prestige. Et en vieillissant, j'ai vu une France qui descendait de son rang, une France qui perdait de sa présence sur la scène internationale, un pays qui s'est appauvri, des gens qui devenaient plus malheureux parce qu'ils se sentaient déjà moins riches et surtout abandonnés. Et j'ai pu voir malheureusement un gouvernement qui devenait de plus en plus un gouvernement de politiciens, c'est-à-dire pas véritablement des gens qui avaient une responsabilité morale de leur pays, une responsabilité véritablement intellectuelle, de conduire leur pays au mieux pour le plus grand bien des Français. J'ai vu énormément de calculs politiques, j'ai vu beaucoup de ministres, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient à la fois dans le court terme et dans leur agenda personnel, avec une France qui criait, une France qui se plaignait, qui souffrait de n'être plus la France que j'ai connue, c'est-à-dire la perte de ses valeurs, la perte de son rang et le sentiment pour les Français d'être abandonnés. Donc c'est à la fois une perte de prestige, une perte d'identité, un appauvrissement, et ce qui pour moi est un cri pour justement se redresser, pour se relever et se battre pour ce qu'était la France de mon enfance et de ses traditions. J'ai grandi dans cet esprit, j'ai grandi dans une France de tout le monde, une France parisienne, mais aussi une France rurale, une France des campagnes, une France des artisans, une France des métiers, de tous ceux qui me parlaient de mon grand-père et de l'exemple, de son exemple formidable de tirer la France de l'abîme et de toujours la porter vers le haut.
Alors, merci pour cette introduction qui est assez profonde. Vous finissez par cette notion un peu de devoir. Quand vous commencez votre carrière professionnelle, quand on vous rencontre avec ce même patronyme, avec cette histoire, est-ce que ça met encore plus de pression sur vous? Oui, alors la voie que j'ai choisie n'est pas politique à premier abord, elle est un petit peu différente. C'est celle de l'économie et de la finance, parce que je pense que c'est un éclairage extrêmement fort des réalités du monde, de l'extérieur, puisque en finance comme en économie, surtout dans un monde de mondialisation, tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'un événement qui va affecter l'immobilier en Chine affecte toute l'économie mondiale. Tout est interconnecté parce que tout le monde refinance tout le monde. Ce qui pose la question de l'indépendance véritable d'un pays, puisqu'un pays est indépendant s'il n'est pas endetté, et un pays est indépendant s'il y a une véritable conviction, une véritable stratégie, une véritable analyse, et qu'on met les moyens de sa politique pour, avec les interactions, les échanges, les marchés financiers, les accords internationaux, dégager une politique, un rang, une position de la France qui va dans le sens de la défense des intérêts des Français et de son pays. C'est donc pour moi un poste d'observation considérable qui m'a permis de beaucoup ouvrir mon esprit à l'étranger et à l'extérieur, de connaître les véritables réalités économiques des entreprises, puisque j'ai commencé par m'occuper de finances d'entreprise. Une de mes premières expériences, c'était que j'étais responsable notamment au niveau d'une banque. J'ai travaillé pour des banques anglo-saxonnes, mais aussi pour des banques allemandes. Je m'occupais d'une société qui s'appelait SMT Goupil, une société qui valorisait l'informatique française, et une société qui a fait faillite. Et j'ai été amené très jeune à rencontrer son PDG et à prendre compte des réalités d'une société qui était prise à la gorge, où moi, en tant que banque prêteuse, il fallait aussi que je défende la position de la banque. Il avait beaucoup aidé. C'était une prise de conscience extrêmement forte, parce que les réalités de la finance, les réalités de la vie économique, c'est de soutenir l'industrie, c'est de soutenir nos entreprises et de faire en sorte qu'elles vivent, qu'elles emploient du personnel et qu'elles participent à la vie économique du pays. Il y a donc très tôt la notion d'une prise de conscience de la responsabilité financière et économique des grands acteurs qui participent à la construction de la vie du pays. Et cette prise de conscience, je l'ai eue très tôt. Vous l'avez eu très tôt. Dans la finance, on parle très souvent de due diligence, d'audit. Est-ce que vous pensez que quand on est dans votre position, en fait, tout ça, ça vous a donné un atout, ça vous a donné, quand vous analysez la France, c'est que vous avez une méthode de travail, vous avez Si vous voulez, j'ai pris conscience de trois choses, en fait. La première chose, c'est que la finance devenait extrêmement spéculative. C'est-à-dire que, je ne vais pas donner décorrélé du monde réel, on va appeler ça. Mais vous avez des marchés financiers qui sont censés protéger des actifs réels, physiques, et vous avez des marchés financiers qui, à travers des produits dérivés, ont un volume qui fait plusieurs centaines de fois le volume des actifs qui sont censés couvrir. Donc c'est extrêmement spéculatif. Il y a ce qu'on appelle énormément de volatilité dans les situations, qui rendent les gens très dépendants. Ensuite, la finance moderne, c'est un transfert de risque et c'est une décharge de responsabilité. Il y a donc une déconnexion avec le monde réel qui est, à mon avis, dangereuse, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que les entreprises, ce sont des hommes, que c'est un savoir-faire, que ce sont des individus et que c'est la richesse du pays. J'ai aussi pu, en travaillant dans les marchés financiers, me rendre compte à quel point, au fil des années, la France devenait dépendante en s'endettant. L'endettement de la France actuelle, c'est 3 000 milliards de dollars, mais on oublie souvent l'endettement hors bilan, c'est-à-dire les retraites des fonctionnaires, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis pour soi-disant moderniser les centrales nucléaires, c'est 8 000 milliards. Donc on est dans un état de dépendance qui est tout à fait contraire à ce que mon grand-père a voulu construire, c'est-à-dire que toute sa vie il s'est battu pour défendre la souveraineté et l'indépendance de la France. Lorsque mon grand-père a quitté les affaires, et Dieu sait si la période était secouée, la France avait un endettement nul. Quels sont les pays qui ont un endettement zéro aujourd'hui ? C'est l'Algérie, c'est la Russie, c'est la Norvège. Tous les autres pays sont plus ou moins endettés. Ça veut dire qu'ils sont dépendants des économies étrangères, qu'ils sont dépendants
de puissances qui ont d'autres intérêts. La première en date, enfin je veux dire la première puissance la plus exposée étant les Américains, étant donc les États-Unis, qui ont 34 000 $ de dette et qui sont extrêmement dépendants des financements étrangers, d'où une politique de conquête, d'où ce qu'on appelle les Washingtoniens, une politique hégémonique qui vise à conserver un rôle dominant dans l'économie et dans le monde. Mon grand-père s'est toujours attaché à cette souveraineté, à cette indépendance de la France. Et je rappelle que mon grand-père était l'homme des grands projets, c'est-à-dire l'économie réelle, c'est-à-dire ce qui véritablement construit un pays, draine des emplois, draine des échanges et participe à la croissance et à la prospérité de la France. Alors vous avez énormément parlé de la France, juste quand même pour finir sur cette introduction, parce que ça permet de comprendre ce qui sont les éléments, les valeurs fondatrices que vous avez vécues. Est-ce que vous avez des exemples d'autres patronymes, d'autres dynasties qui incarnent pour vous ce que vous respectez, qui ont eu les mêmes problèmes dans le monde entier? Je pense, je regarde Kennedy aux États-Unis parce que je reviens des États-Unis. Je ne sais pas si jamais il fait partie des dynasties qui incarnent une certaine libération et une certaine. Je pense que ceux qui ont conscience de leur destin, qui ont conscience de leur responsabilité en tant que grande famille, en tant qu'esprit ouvert sur le monde et surtout amoureux de la France et des Français comme d'autres l'ont été de leur pays, ont eu cette aspiration de toujours vouloir défendre leur pays, que ce soit chacun à leur échelle. Tout le monde n'a pas eu un destin national ni international, mais je pense que chaque individu dans ses réalisations de la vie de tous les jours a cette aspiration profonde et doit avoir cette aspiration profonde pour défendre ses valeurs, pour défendre son idéal, et défendre son pays ou sa famille. Je pense que les exemples sont nombreux, tout aussi grands ou petits qu'ils soient. Les grandes dynasties, vous avez parlé des Kennedy, vous avez parlé des grandes familles, il y a également les familles royales qui ont par, je dirais, héritage, par succession aussi cette responsabilité. C'est quelque chose qui résonne en moi. Je suis très attaché aux dynasties au sens où elles expriment une continuité de pensée, une continuité de valeurs, une continuité d'action pour la défense de ce en quoi ils croient. Il faut être croyant, il faut croire en Dieu, il faut croire en un idéal, il faut croire en sa famille, il faut croire en son pays. Je n'ai pas, en ce qui me concerne, d'exemple particulier, sinon que j'ai des références. Bien sûr, mon grand-père est une référence évidemment extrêmement forte et importante. C'est ma famille, c'est mon ADN, c'est mon sang, mais ces valeurs sont partagées par d'autres. Et c'est ensemble que l'on peut construire et réaliser cet idéal. On ne peut pas le faire tout seul. La France a eu des grands rois. Peut-être un roi que j'apprécie particulièrement, c'est Louis XI, qui est un roi qui était extrêmement intelligent, qui savait comprendre les alliances, qui avait un sens de la complexité de la vie politique et qui était très attaché à la France et à l'État. Lorsqu'il est mort, il disait à son fils « Pesez, Louis, ce que c'est que d'être roi de France ». Et ce roi se moquait complètement des ors, se moquait complètement du prestige, se moquait complètement de l'argent. Il était vécu de draps, de toiles grossières, et il préférait aller avec les compères, les vilains, pour écouter le peuple. Pour moi, c'est un très bel exemple. Et il se cachait. Et il se cachait. C'est un très bel exemple de cette France moderne, de cette France ouverte, de cette France qui ne se laisse pas corrompre parce qu'elle est dans ses valeurs et dans son idéal. C'était un roi fort qui savait diriger son pays, mais il a beaucoup fait pour la France. Il y a d'autres exemples d'inspiration qui peuvent nous guider. Et je suis très sensible à ces familles, à ces dynasties, à ces rois, à ces philosophes, à ces écrivains qui portent leur idéal parce qu'ils en ont la foi et qu'ils savent la transmettre. Dans ma démarche, les valeurs et la transmission des valeurs, c'est absolument fondamental. Transmission de valeurs, et on va justement parler un petit peu de ce que vous faites aujourd'hui pour faire une transition. Donc vous êtes fondateur de la Fondation Pierre de Gaulle qui porte votre nom. En fait,
quand on a été dans le monde de la finance, très souvent, on veut redonner son temps. Est-ce que c'est une transition naturelle ou est-ce que quel est l'objectif, la mission de cette fondation? Depuis que je suis enfant, je vous l'ai dit, j'ai vu ma France, la France des Français, chaque fois descendre un peu plus sur l'échiquier international en position. La France était un pays très riche et prospère. 10 millions maintenant de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez ces agriculteurs qui manifestent pour leur survie parce qu'ils ne sont plus défendus. Vous avez une France qui a perdu sa souveraineté puisque les directives européennes et les lois européennes viennent écraser le droit français. La France n'est plus ce qu'elle était, elle n'est plus indépendante, elle n'est plus souveraine. Donc c'est un cri en fait de résistance pour retrouver le pays que j'ai connu, que j'aime, en qui je crois. C'est redresser la France, c'est retrouver l'exemple de la France de mon grand-père, mais dans sa modernité d'aujourd'hui. Bien que le discours de mon grand-père est absolument actuel, dans ses principes, il l'a montré maintes et maintes fois, qu'il y avait une capacité à anticiper, à prédire, une vision sur l'avenir, mais tout simplement parce que c'est toujours le même raisonnement de logique et de bon sens. Je veux retrouver la France, je me battrai pour que la France retrouve le bon sens et la raison, en s'appuyant sur cette souveraineté populaire, c'est-à-dire en rendant au peuple à la fois espoir, mais également son rang, sa capacité de décision par rapport à un gouvernement qui l'a abandonné, un gouvernement qui suit un agenda personnel, un gouvernement qui méprise la Constitution, qui méprise le débat politique, le débat parlementaire, en imposant des 49.3, en nommant un gouvernement de gens bien trop jeunes. Enfin, avoir un Premier ministre de 34 ans, comment voulez-vous qu'un homme de 34 ans, si brillant soit-il, puisse conduire, prévoir, tenir les rênes pour la politique d'un pays? Je pense que le président Macron, s'il a choisi un tel Premier ministre, c'est qu'il refuse même un débat contradictoire et que c'est un manque de respect pour nos institutions, pour notre pays et pour les Français. Pour moi, c'est un esprit de résistance sans faire de lien, je dirais, facile ou immédiat avec mon grand-père, mais l'esprit de résistance, il est dans la France, il est dans les Français. C'est ce qui fait que la France est grande. Et en créant cette fondation, c'est pour redonner à mon pays le rang qu'elle a perdu sur la scène internationale, c'est pour restaurer la position de la France, c'est pour redonner aux Français l'espoir, la prospérité, le sens de la sécurité, et également pour leur dire, vous n'êtes pas seuls, il y a des voix qui sont là pour vous défendre, il y a des voix authentiques, il y a des voix de bon sens et de raison, il y a des voix qui disent la vérité aux Français, parce qu'on les a trop longtemps infantilisés. Et c'est une fondation pour la France, pour les Français et tous ceux qui aiment la France, pour la francophonie. Et j'invite tous les Français à me soutenir. Nous sommes une équipe de bénévoles, une petite équipe. Nous avons besoin des dons, des contributions de chacun. Parce que je dis la vérité, mon discours est quelquefois censuré sur les médias internationaux qui, comme vous le savez, sur les médias françaises, ne disent pas la vérité et tendent à manipuler malheureusement l'opinion publique. Je veux restaurer ces vérités. C'est mon combat. Je le fais avec tous les Français. J'ai besoin du soutien de tous. Et j'appelle à leur bon sens et leur solidarité. Nous avons une grande œuvre à faire ensemble. C'est une mission fondamentale, une mission de toute une vie. Et je la conduirai jusqu'au bout. Merci pour cette précision, peut-être on va dire même plus que précision, pour ce petit développement sur la fondation. Donc vous avez estimé qu'il y avait un véritable besoin, un diagnostic. Quand vous avez parlé de votre grand-père, vous avez dit que c'était l'homme des grands projets. Alors les centrales nucléaires, les autoroutes, l'infrastructure. On a vu une énorme transition de la France qui avait à un moment une certaine stature, une grandeur. Si vous deviez, on va dire, reparler, c'est quoi? C'est pour vous, c'est avoir une vision à long terme et essayer de mettre en place un calendrier, un ordre des choses. Pourquoi? C'est restaurer des projets d'éducation, c'est restaurer l'industrie, c'est dans quel ordre on commence? Oh, vous savez, tous ces sujets doivent être travaillés à la fois et sur le temps long, et non pas dépendre d'agendas politiques ou d'agendas personnels. Une vision à 50 ans, quoi, on va dire. Oui, vous savez, les grands leaders du monde travaillent le temps long, travaillent sur ce que leur pays sera dans 30 ou 50 ans.
c'est-à-dire qu'ils ont cette mission de travailler les équilibres fondamentaux dans un monde multipolaire et un monde d'échange. C'est évidemment la réindustrialisation de la France qui a été laissée pour compte, c'est-à-dire la cession, malheureusement, à des fins économiques ou des fins politiques, des fleurons de notre industrie, notamment des fleurons de l'énergie, des fleurons de défense, des fleurons de recherche. Il y a cet exemple malheureux en 2016 où François Hollande a contracté avec une entreprise informatique et de haute technologie qui s'appelle, je vais le prononcer à la française, Palantir Technologies, sur un logiciel de défense que Safran ne pouvait pas fournir. Et donc, on a donné mandat à une entreprise américaine fondée par la CIA, Palantir Technologies, de confier le logiciel de défense à une entreprise qui défendait des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Pour moi, c'est absolument dramatique. La cession des turbines d'Alstom, d'Alstom aux étrangers, à General Electric, qu'on a été obligé de racheter à prix d'or parce qu'on a dit « Ah mon Dieu, c'est terrible, on a vendu une part de notre indépendance dans le nucléaire civil, ça nous fragilise considérablement. On l'a racheté en catastrophe extrêmement cher. » C'est alléger les charges des entreprises, c'est donner à tous les salariés la possibilité de participer aux fruits de l'entreprise. C'est ce que mon grand-père a voulu établir en 1945. La participation des salariés aux fruits de l'expansion, c'est simplifier notre réglementation. La France est ensevelie sous les réglementations européennes et surtout dépend d'une politique européenne qui est, ma foi, une sorte de fondu de réglementation, d'intérêt de plusieurs nations ensemble et dans laquelle on est conduit, nous, à voter des directives européennes qui ne vont pas du tout dans le sens des intérêts de la nation. Je pense qu'il faut complètement refonder les choses, établir des partenariats publics-privés, une meilleure répartition de richesses, où chacun a sa chance, ses responsabilités, faire en sorte qu'il y ait un dialogue responsable et équilibré avec les syndicats, comme c'est par exemple le cas en Allemagne. Les syndicats sont bien conscients qu'ils ont une responsabilité politique et économique, une responsabilité dans la prospérité du pays. Et je pense qu'il faut rééquilibrer ces rapports. Et surtout, ce qui me frappe le plus, c'est que l'élite politique et économique française n'est plus un exemple pour la plupart des Français. L'élite doit tirer les Français par le haut, elle doit donner des grands programmes, elle doit être honnête, elle doit être responsable, elle doit véritablement être à l'écoute des Français, à l'écoute des préoccupations de chacun, et ne pas jouer un agenda personnel à des fins de calcul politique. Si je puis me permettre, Madame Dati aussi, comment dire, compétente soit-elle dans certains domaines, on a quand même l'impression qu'elle a été nommée pour barrer la route à Anne Hidalgo en vue des prochaines élections municipales. Quelle est maintenant la nouvelle pouliche déjà en prévision des élections de 3 ans, des élections présidentielles? Je pense qu'il est grand temps de revenir au véritable agenda qui est celui de la sécurité, de la prospérité et du bien-être des Français. Et il faut rééquilibrer le dialogue, le discours et faire en sorte que les Français aient envie de leurs politiciens et envie de leurs élites et ce dialogue, cette reconnaissance et même cette admiration vis-à-vis des élites. Ça n'est plus du tout le cas. Maintenant, l'intérêt individuel prime, l'agenda politique prime au grand détriment de la France et des Français. Pour moi, c'est une déception et je me battrai pour que cet équilibre, cette écoute, ce dialogue soit restauré. C'est votre combat au sein de cette fondation, on va dire, pour justement, c'est une forme de think tank quelque part, pour essayer de réfléchir, utiliser votre réflexion, vos observations. Vous avez dit que vous étiez une petite équipe, vous êtes entouré de quel type de profil? C'est des citoyens, c'est... Alors, ce sont des profils extrêmement variés. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des artisans. On est en train de développer... je dirais, ces équipes de travail pour que tous les... Si vous voulez, pour moi, c'est une question d'ouverture. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont des idées, ce sont des gens qui ont des bénévoles, ce sont des gens qui sont à l'écoute des Français, ce sont des gens qui sont à l'écoute des petites et moyennes entreprises, des artisans,
des paysans qui ont évidemment un regard sur l'international, parce que, étant donné le débat politique d'aujourd'hui en France, je pense qu'il est essentiel d'avoir une assise, une présence à l'international, et surtout, un de mes combats, c'est de restaurer la position de la France à l'étranger. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où, par suite de mauvais choix, de la personnalité aussi de nos dirigeants, eh bien, la France a réussi à ne plus parler à personne. Le président Macron, lorsqu'il est allé à la COP28, et j'étais à Abu Dhabi, à Dubaï à ce moment-là, n'a pas été reçu par aucun chef d'État arabe. On a réussi à se fâcher avec le Maroc, on s'est fâché avec l'Algérie, on s'est fâché avec la plupart des pays africains. On n'est plus présent dans les pays, au sein des pays d'Amérique du Sud. La Russie, on pourra me taxer de poutinolâtre, ou on ne peut pas se passer de la Russie. La Russie peut très bien se passer de l'Europe. Nous, non. Parce que nous sommes dépendants de ce réservoir de matières premières, ce réservoir économique, cette puissance, je dirais, diplomatique, cette puissance industrielle, cette puissance géographique. On a réussi à se fâcher avec tous les pays de la planète par manque de clairvoyance, par arrogance. Je pense qu'un des fait révélateur de cette guerre en Ukraine, vous aurez, je crois, l'occasion d'en reparler. On va en reparler tout à l'heure. C'est que c'est la fin d'un modèle qui prône la suprématie de l'Occident et d'une certaine manière l'arrogance de l'Occident. La France a fait preuve de beaucoup d'arrogance, notamment vis-à-vis des pays africains. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su reconnaître leur culture, elle n'a pas su reconnaître l'identité des peuples auxquels elle s'adressait. Je pense qu'une des conditions de dialogue, de paix entre les peuples, c'est de connaître l'autre, c'est évidemment de bien connaître ses dossiers. Je voyage souvent à l'étranger. Tous me disent, mais vos diplomates ne connaissent pas leurs dossiers, ne connaissent pas leur sujet et font preuve d'arrogance, tout simplement parce qu'il y a un vide. Il y a un vide, il y a une méconnaissance des peuples, une méconnaissance de leur culture, une méconnaissance des problèmes, et on compense ce vide par une arrogance. L'Occident doit se réinventer, aussi bien les États-Unis que l'Europe et la France, et repenser son dialogue, sa politique vis-à-vis des peuples, c'est-à-dire concevoir des relations multipartites plutôt que bipartites, plutôt que binaires. Et je pense que c'est une profonde réflexion que nos élites doivent avoir. Donc, au sein de mon équipe, je suis très attaché à ce qui est ce dialogue, cette ouverture, notamment ma femme qui est présente en ce qui concerne la communication. Ma femme est musulmane, ma femme est algérienne. Nous sommes un pont entre différentes cultures, nous sommes une ouverture entre différentes cultures, et ce qui réunit les peuples, au-delà des conflits, au-delà des guerres, c'est justement l'union des cultures, c'est aussi les échanges internationaux, les échanges commerciaux, et cette reconnaissance, cette écoute de l'autre. C'est fondamental dans l'équipe que je mets en place pour ce travail et pour, encore une fois, redonner à la France son rang et son ouverture. Son rang et l'ouverture, la France, elle l'a, puisque c'est son histoire, puisque ce sont ses réalisations, puisque c'est son savoir-faire, puisque c'est son identité, c'est sa culture qui est formidable, et on a toujours été un référent dans la mode, dans l'industrie, dans nos victoires, dans nos défaites aussi. Je veux que cette France redevienne une référence, ce qu'elle a perdu aujourd'hui. C'est le combat de ma fondation pour les Français. Alors Pierre, on sent toutes ces valeurs fondatrices, on sent toute cette analyse et la profondeur. Vous venez de parler d'un sujet que j'ai moi-même vécu, cette notion de la perception qu'on est arrogant. En fait, on a fait la déclaration des droits de l'homme en France, ça devrait nous donner des devoirs, on devrait justement respecter, on devrait apprendre à respecter. Ça vient d'où, on va dire, cette arrogance qu'ont les Français? J'ai l'impression que c'est le manque de travail quelque part, mais... Je pense que cette arrogance vient de la perte de nos valeurs fondamentales. On a perdu un modèle sociétal, c'est-à-dire une autorité parentale, c'est-à-dire une référence à des valeurs d'honnêteté, de foi. Je pense que la foi est extrêmement importante et qu'on a remplacé la foi par une sorte de spiritualité
de consommation, une spiritualité matérielle, ce que René Guénon appelait la grande parodie, c'est-à-dire que il n'y a plus de notion de conscience collective, il n'y a plus de notion d'intérêt collectif même, et que cette société de consommation excessive, de marketing a renforcé bien évidemment le court terme et le culte de l'individu, le culte de l'ego. On n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de la famille, et pour combler ce vide, on consomme. On est dans l'excès et on est dans la disparition même de l'être, enfin des aspirations profondes de l'être. Ça a créé les conditions d'une grave fracture sociale. Et je pense qu'il n'y a plus également la notion de solidarité, d'écoute entre les gens. Je suis très étonné en France, si vous voulez, de voir, même dans les grandes villes, alors c'est plus fort heureusement dans les campagnes, mais cette notion d'individualité, il n'y a plus de notion de service, il n'y a plus de notion d'écoute, il n'y a plus cette notion d'entraide. Et je crois que le modèle de consommation actuel a nettement renforcé cette cassure, sachant que les individus, l'homme aujourd'hui est malheureux, parce que justement il est confronté à une perte de repères, par disparition du modèle sociétal, par disparition des structures même. Et je crois qu'on essaie de compenser ce vide par justement une certaine arrogance et un certain mal-être. Nous sommes dans une société où les gens ont trop de droits, pas assez de devoirs, et je pense que ça crée un déséquilibre, aussi bien déséquilibre à la fois de comportement, mais déséquilibre de structure en termes d'assises de l'individu par rapport à son existence même. Vous citiez le premier article de la Constitution, enfin le premier article des droits de l'homme. Les hommes sont nés libres et égaux en droit, mais il ne faut surtout pas oublier la deuxième partie de l'article. Les distinctions ne peuvent être fondées que sur l'utilité sociale. S'il y a distinction, il y a bien une hiérarchie où chacun a sa place, et c'est la notion d'utilité sociale, de cohésion sociale qu'il s'agit, qui font les hommes, qui font la société et qui font l'âme, le corps et la finalité d'un pays. Alors, transition sur la France, on va dire, aujourd'hui, on a parlé un petit peu des agriculteurs, vous avez donné un petit peu votre vision du diagnostic de la France. Aujourd'hui, il y a la crise des agriculteurs, on les voit dans la rue avec des mises en scène télévisées, avec le Premier ministre qui va sur un bottin de paille essayer de résoudre un problème. Si vous aviez à vous inspirer de votre grand-père, comment il aurait géré cette crise aujourd'hui, d'après vous ? Je pense que mon grand-père n'aurait jamais laissé la France être dépendante de la communauté européenne telle qu'elle s'est définie, être écrasée par les réglementations européennes, par un droit européen qui vient contrecarrer et se superposer au droit français. Il n'y a guère que la Constitution française, que le droit constitutionnel qui soit maintenant au-dessus du droit européen. Il n'aurait jamais laissé cette dépendance et cette dérive. Mon grand-père adorait, quand il le pouvait, quand sa charge de président l'autorisait, à se retirer à Colombey-les-Deux-Églises. Colombey-les-Deux-Églises, c'est la France des terroirs, c'est la France des agriculteurs, c'est cette France venue du fond des âges, cette France éternelle. Il adorait se promener dans les bois. Pour lui, c'était une source de réflexion très importante. Il adorait cette campagne, il adorait la France de tous les métiers, il adorait la France dans sa diversité. Il parlait de la France des 400 fromages, en disant qu'elle était difficile à gouverner, certes, mais c'était aussi, j'ai envie de vous dire, un cri d'amour. Il aimait cette France diverse, railleuse, mais cette France volontaire, cette France qui travaille ces métiers nobles de la terre. Et je pense qu'il n'aurait jamais laissé notre pays être dans un état de dépendance. Il n'aurait jamais laissé, je dirais, abandonner les agriculteurs tels qu'ils le sont aujourd'hui. Je soutiens absolument leur combat. J'aime la France des campagnes, absolument. Et je défends ces gens qui font un métier noble, qui font un métier difficile, qui nourrissent notre pays, qui font des sacrifices immenses parce qu'ils croient en leur terre. Ce sont des gens qui respectent la nature et qui sont écrasés par des organisations, par une politique agricole commune qui ne les favorise pas, qui sont écrasés par un dumping de matières premières. Je pense que l'entrée
possible de l'Ukraine dans l'Union européenne va encore les fragiliser davantage, puisque déjà, ils doivent se battre contre l'importation de produits agricoles venant du Mercosur, des pays d'Amérique du Sud, avoir des produits étrangers au nom de la politique agricole commune. Je ne dis pas que c'est mal, mais il faut un rééquilibrage et que peut-être notre France doit être plus favorisée qu'elle ne l'est, au détriment d'arguments, je dirais, globaux, internationaux et européens. Et nos agriculteurs sont écrasés aussi par l'explosion de leurs charges, le coût de l'essence, le coût de l'électricité. Et il faut les défendre, il faut leur redonner la place qu'ils méritent. Ce sont des gens qui font notre richesse, la diversité de nos terroirs et qui nous nourrissent tous les jours. Je crois que si jamais Rungis devait être bloqué, on se rendrait compte à quel point ils sont importants et ils comptent dans notre vie de tous les jours. Alors bon, la crise des agriculteurs, on en parle souvent, on les entend en fait quand j'écoute les hommes politiques sur les plateaux de télévision, j'ai l'impression que tout le monde entend leur combat, mais qu'on fait jamais rien. En fait, on vous comprend, mais je vous comprends moi non plus, je vous aime moi non plus. C'est comment vous expliquez qu'il y a une telle déconnexion, on va dire, entre Paris et le désert français? Alors on va dire c'était à la fin des années 60, même dans les années 70 que on parlait comme ça, mais tout le monde dit qu'on comprend ce combat. Mais en fait, jamais on fait quoi que ce soit pour eux. Il faudrait que les politiques et le gouvernement d'aujourd'hui, comme certains gouvernements d'avant, aillent dans des exploitations agricoles, participent un petit peu à ce que c'est que d'exploiter une ferme, même que d'exploiter une forêt, que d'avoir une exploitation agricole, se lever à 3 heures du matin, se coucher à minuit le soir l'été, être obligé à chaque fois de produire, être soumis à une coopérative qui vous impose des prix au nom de la grande distribution. Et je pense qu'ils devraient aussi se rendre compte de ce que c'est que l'authenticité dans les campagnes, de ce que c'est que de célébrer la vigne, célébrer les cultures, célébrer ne cesse que la chaleur d'une chaumière, célébrer ce que c'est que de s'occuper d'animaux et prendre conscience de ces réalités qui sont belles, enfin qui sont nobles, je l'ai dit. Je crois qu'il y a surtout une déconnexion grandissante entre les hommes politiques et les Français et la vie de tous les jours, et surtout une manipulation qui va grandissante. C'est-à-dire que le président Macron et le gouvernement actuel, son objectif, c'est de durer. C'est de durer en manipulant les Français, en faisant des beaux projets, des belles promesses qui ne seront jamais tenues, dans l'éducation nationale, dans l'éducation civique, dans l'instruction civique qui est nécessaire, dans les valeurs qui font qu'une société se respecte, travaille ensemble et garde sa cohésion, et qu'il faut absolument, et c'est un de mes combats, vous y participez grandement à travers votre journal, votre rédaction, vos équipes, c'est de dire les vérités aux Français, de cesser de les infantiliser. Il y a donc là une responsabilité morale, une responsabilité civique, de dire aux Français quelles sont les choses, de prendre les problèmes à bras-le-corps et de faire en sorte que les grandes déclarations soient suivies de faits, qu'on aille jusqu'au bout, jusque dans les décrets d'application des lois, qu'on se batte vis-à-vis de Bruxelles pour notre France, pour nos Français, pour nos artisans, pour nos agriculteurs, pour nos entreprises, et qu'on n'essaie pas de passer d'une déclaration à une autre, d'une élection à une autre, d'une perspective à une autre. Et s'il y a une grande déconnexion, les Français ne croient plus en leurs politiciens. Il suffit de regarder le taux d'abstention dans les élections. Comme les Français ne croient plus non plus dans les principaux médias, je crois que seulement 25% des Français, il y a eu un sondage qui a été fait, croient dans les médias principaux, parce qu'on les baratine, parce qu'on les promène, parce qu'on les emmène de déclaration en illusion. Et maintenant, le général de Gaulle le disait, la politique, c'est une affaire de réalité. Ben, nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité d'une France qui est appauvrie, d'une France qui est dépendante de l'étranger, d'une France qui est dépendante de Bruxelles, d'une France qui maintenant est dépendante des approvisionnements gaziers américains,
Les Washingtoniens, je n'ai absolument rien contre les États-Unis. J'ai travaillé pour des Américains. Ils ont une culture d'efficacité. Ils ont une culture de rentabilité qui est tout à fait bénéfique. Ce sont malheureusement des gens qui agissent à court terme. Eh bien, le président Biden a déclaré un moratoire sur l'exportation du gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer les capacités d'exportation du gaz qui nous vendent déjà sous une forme liquéfiée 4 à 7 fois plus cher que dans leur propre pays. Nous sommes dans une relation de dépendance, je crois qu'il faut le dire aux Français. Nous sommes dans une relation de dépendance qui est savamment entretenue, déguisée. On dit c'est la transition écologique, c'est merveilleux, c'est la transition énergétique. Ce sont des programmes de complément. C'est pas ça qui va véritablement renforcer la compétitivité de nos industries, qui va faire en sorte que l'on soit moins dépendant. Alors oui, on relance le nucléaire, très bien. Combien de temps faut-il Après l'avoir arrêté, en fait. Après l'avoir arrêté et après surtout avoir laissé notre industrie nucléaire dépérir. On arrive maintenant à un point où on n'a pas d'autre choix que de prolonger la durée de vie de nos centrales, 50 ans depuis la construction, avec quand même certains risques. Et on se dit, c'est génial, on est redevenu le premier exportateur d'électricité en Europe. Extraordinaire. Notre production nucléaire est de 70%. Très bien. Mais en 2030, on va être obligé, par le poids des directives européennes qui nous sont imposées, à redescendre à 40%. Ça veut dire que les énergies de remplacement et de complément pour notre consommation vont être des énergies renouvelables, des énergies chères, et notre industrie, nos entreprises, nos PME, nos grandes sociétés, nos artisans, nos agriculteurs vont être pris en tenaille et appauvris. Encore une fois de plus, il est grand temps de révéler aux Français la situation dans laquelle nous sommes. Je crois en notre France, je crois aux Français, je crois en notre savoir-faire, je crois en nos technologies, je crois en notre capacité d'être à la fois en France et sur la scène internationale. Et il faut que ça se fasse, et ça se fera nécessairement parce que je pense que cette année 2024 va amener de grands chocs et de grands bouleversements qui viendront évidemment de l'étranger, mais qui viendront aussi de notre France profonde, de nos Français qui n'en peuvent plus et qu'on doit absolument écouter, qu'on doit absolument aider. C'est mon travail, c'est mon combat, c'est le vôtre, que de rétablir ces vérités et d'ouvrir les yeux aux Français. Ma fondation est une plateforme de communication qui se développe, mais qui vise à reconstruire la France de mon grand-père, qui vise à restaurer les valeurs fondamentales d'éducation, les valeurs fondamentales de travail, de la famille, les valeurs de ce qui fait la grande France, mais aussi éveiller les consciences sur les enjeux du monde moderne, sur la situation réelle de la France aujourd'hui, et de faire en sorte que la classe politique soit secouée et agisse, non pas avec des discours, je dirais, verbeux ou politiciens, mais dans les actes, puisqu'on passe d'un événement à un autre. On passe d'une déclaration à une autre. Tant mieux, d'une certaine manière, s'il y a la guerre en Ukraine. Tout est de la faute des Russes. Et je pense qu'il est grand temps de réellement parler des problèmes, de les régler au fond, avec des vrais programmes, avec une vraie ambition, avec une vraie responsabilité. Parce que c'est de notre pays, c'est de notre bien-être, c'est de notre sécurité qu'il s'agit. On vous dira jamais assez que nous sommes dans un jeu économique, c'est une guerre, c'est une compétition. Nous avons un monde multipolaire qui est en marche. C'était un des effets de cette guerre en Ukraine, c'est de cristalliser des alliances entre pays qui étaient émergents dans les années 90, donc les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui maintenant s'étendent avec les pays arabes. C'est 80% de la route du pétrole, c'est 60% du marché des matières premières, c'est 60% de l'agriculture. Et ces pays sont en train de renforcer toute une dynamique, un nouvel équilibre, avec des espaces de grands projets qui sont considérables, des nouveaux centres d'échange économique, des nouvelles références diplomatiques. Et nous, France, nous perdons notre voix, nous perdons notre rang sur la scène internationale, nous ne sommes même plus écoutés. Il faut que la France rejoigne les BRICS,
Il faut que la France rejoigne des grands espaces de projets, des espaces puissants, des espaces financiers, des espaces diplomatiques, parce qu'elle a sa place, parce qu'elle a son rond, et que ce sont des alternatives à une logique de bloc Est-Ouest voulue par les États-Unis. Les États-Unis suivent une politique de bloc, c'est-à-dire que soit vous êtes alignés, soit vous êtes contre eux. Je pense que l'équilibre du monde, l'équilibre prospère et durable du monde dans les échanges, dans les relations entre États, n'est plus réalisé. L'ONU ne joue plus son rôle de règlement des conflits, n'a plus de véritable poids, je dirais, dans les règlements internationaux. Il faut repenser ces équilibres. La France doit en faire partie. Les BRICS sont une alternative à l'Europe, qui n'est pas du tout exclusive de l'Europe, mais pour que on se redéfinisse autrement, qu'on ait une position autre, et encore une fois, qu'on redevienne une référence. Alors une forme de transition sur la politique internationale, mais avant d'y venir, quand vous voyez les députés qui se votent une augmentation de 300 €, les sénateurs de 700 € en plein milieu de la crise avec les agriculteurs, est-ce que c'est pour vous marquant une illustration, on va dire, de la déconnexion qui existe entre on vous a compris, mes chers agriculteurs, mais vous savez, nous on va se voter quelque chose et puis bon, advienne ce qui vous adviendra, quoi. Je pense qu'il faut un peu plus de responsabilité morale et de responsabilité civique à tous les niveaux de l'État. Nos parlementaires remplissent un rôle absolument indispensable, utile, un rôle républicain, mais je pense qu'il faut éviter ce genre de déconnexion vis-à-vis des Français, vis-à-vis, encore une fois, 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Pour moi, c'est une faute. C'est obscène, hein, quelque part. Oui, c'est choquant. Je dirais pas que c'est obscène, mais pour moi, c'est choquant. Les députés, les parlementaires aux États-Unis ont un traitement qui est bien plus élevé que le nôtre, mais je pense que nos parlementaires ne sont pas en situation de défaut vis-à-vis de la rémunération des parlementaires dans les autres pays d'Europe, mais c'est extrêmement malvenu. C'est extrêmement malvenu. Alors, juste pour finir un peu cette section sur la politique française, est-ce qu'il y a une personne, un homme politique en France qui incarne pour vous le mieux cette souveraineté à l'heure actuelle dans le paysage politique ? Pour l'instant, je n'en vois pas. J'appelle à ce qu'ils s'expriment, j'appelle même à les rencontrer. Je vais simplement vous donner un exemple. Quand il y a eu cette loi de programmation militaire nécessaire qui a été votée... 450 milliards, je crois. Voilà, 450 milliards, mais bon, il faut redresser la politique stratégique et militaire de la France, puisque les budgets ont été en diminution constante pendant des années. Et là, il y a un article dans cette loi qui est passé presque totalement inaperçu, qui dit que si les réalités essentielles de la nation, donc c'est une définition extrêmement vague, eh bien, le gouvernement peut réquisitionner les biens et l'individu, sans contrôle, je dirais, ni a priori ni a posteriori, et sans justification. La Constitution de la Ve République donne au président les pleins pouvoirs si les réalités de la nation, enfin si la nation est en danger et que la nation est menacée. Et en fait, c'est une atteinte directe au droit de propriété. C'est-à-dire que, encore une fois, les libertés fondamentales de l'individu, des Français, sont menacées. C'est passé totalement inaperçu et il n'y a eu aucun député qui ne s'y est opposé. Je pense que c'est grave. On en a parlé, puisqu'il y a le docteur Olivier Fraud, docteur en droit, qui en a parlé, qui a fait une tribune dans François. On a fait plusieurs articles là-dessus. J'ai même, je crois, fait un édito à ce sujet, et ça rappelle un peu un système de royauté, puisqu'en fait, si un roi décide d'aller faire la guerre, en fait, il reste au peuple deux choses à faire, c'est soit lui donner de l'argent, soit lui donner son sang. Donc, quelque part, ici, on a l'impression qu'on donne les pleins pouvoirs à un nouveau monarque. Oui. Sauf que le monarque en question va passer un temps limité, puisqu'il restera le temps de son mandat. Les rois, il y a eu des exemples bons et moins bons dans l'histoire de France, mais ils avaient quand même cette notion de continuité, parce que c'était leur famille, parce que c'était, je dirais, leur descendance. Et quel que soit le régime, nous sommes en République,
je voudrais qu'il y ait cette continuité de la nation et cette continuité des Français. Et je pense que lorsque l'on parle de la défense des libertés fondamentales des Français, il faut être extrêmement vigilant. La présidente de la Commission européenne a décidé de créer un ministère de la vérité qui s'appelle le Digital Service Act et qui dit clairement que si tout réseau social, tout individu, toute personne, tout média, s'il n'est pas conforme aux valeurs fondamentales de l'Europe, pourra être, je dirais, supprimé, attaqué, condamné. Et ce sont nos réalités fondamentales, nos libertés fondamentales qui sont en jeu. Je crois que les Français doivent en être conscients et il faut les défendre. Nous sommes, je pense, vous me parliez de ma vie, vous me parliez de mon enfance. Je trouve qu'on a beaucoup moins de liberté aujourd'hui qu'on en avait lorsque j'étais enfant. Beaucoup moins de tradition aussi, beaucoup moins de sens civique, beaucoup moins de sens de l'État pour nos politiques, de responsabilité intellectuelle et morale. Et c'est ça que je veux absolument redresser et que je souhaite que les Français soient très attentifs à ce qu'est la France aujourd'hui, parce qu'ils sont en situation d'affaiblissement, de manque de liberté. Et il faut qu'ils en soient absolument conscients et il faut résister par rapport à ça. Alors, une perte de liberté qui est, dont beaucoup de gens se plaignent, mais en fait, le gouvernement nous dit toujours que toutes ces normes, tout ça, c'est pour notre bien. Donc, en fait, leur interprétation de notre bien et le leur de bien, plutôt. Je pense que où est le bien, véritablement, sans être manichéen? Je pense que le bien, c'est la capacité de l'individu à choisir librement, avoir la liberté d'exister, de s'exprimer et de prospérer dans une société qui est malheureusement extrêmement formatée. Je pense que l'individu libre, c'est celui qui est responsable et je voudrais que les politiques soient plus responsables qu'ils ne le sont dans la défense des intérêts des Français, dans la défense de la République et dans la défense de la France. Il ne me semble pas du tout qu'ils le soient. Une capacité d'autodétermination, quelque part. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable remise en question. Je vous le disais, on passe d'un fait divers à un autre, d'une conjoncture à une autre, d'une situation internationale à une autre. On rebondit, on continue un discours, on passe d'une élection à une autre. Il n'y a pas cette responsabilité, j'ai envie de vous dire, dans les tripes de son pays et du peuple. Alors, je pense que le président Macron l'a dit, j'ai appris à aimer les Français. Pour moi, c'est consternant. C'est certain qu'il a dit beaucoup de choses qui sont parfois consternantes. À vous écouter, on a l'impression que vous dressez un diagnostic d'une France malade, avec un mal qui est assez profond. Quand on veut s'occuper des autres, c'est-à-dire rayonner dans le monde, il faut quand même être en bonne santé. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle la France perd son rayonnement à l'étranger? Je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si jamais vous aviez donc on a compris un peu comment restaurer cette grandeur de la France, cette industrie au travers de ces programmes. Mais pour vous, la politique étrangère de la France, pour restaurer cette politique étrangère et cette vision, elle passerait par quoi? Donc on a parlé des BRICS, on a parlé de l'OTAN, on pourrait parler d'autres organisations. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? Parce que je pense que la plupart des Français, quand ils écoutent les politiques, ils savent plus où donner de la tête. Donc, un côté, il faut sortir de l'Europe, de l'autre côté, il faut faire ci. Il y a tellement de choses qu'il faut faire qu'on ne sait plus par quoi commencer. Parce qu'il y a beaucoup trop de communication. Nous avons un gouvernement de communicants. Nous avons un président qui est un communicant. Les vrais chefs d'État qui ont le sens de l'État et le sens de leur peuple sont des gens qui réfléchissent, sont des gens qui savent prendre du recul par rapport aux grandes questions essentielles, sont des gens qui ont une vision, qui ont une stratégie pour leur peuple et pour leur pays, qui ne passent pas leur temps à communiquer. Je pense que c'est cette responsabilité morale et intellectuelle que j'évoquais, que mon grand-père regrettait déjà lors des discussions avec André Malraux en 1970. Je pense que, évidemment, restaurer la position de la France sur la scène internationale, c'est certainement pas prendre comme ministre des gens extrêmement jeunes qui n'ont aucune expérience internationale, et certainement pas dissoudre le corps diplomatique. Un vrai diplomate a 30 ou 40 ans d'expérience.
Ce sont eux qui représentent la France à l'étranger. Ce sont eux qui gèrent les crises en premier chef. Donc on fait les choses totalement à l'envers. Il faut véritablement avoir des professionnels. Lorsque je voyage à l'étranger, lorsqu'il m'arrive de rencontrer des dirigeants étrangers, des ministres étrangers, des hommes d'affaires et même des individus, je sens qu'ils soient à des niveaux de responsabilité importants, ils me disent tous, mais vous, Français, lorsqu'on vous voit, on voit des officiels qui ne connaissent absolument pas leur dossier, qui ne connaissent pas notre culture, qui ne connaissent pas notre histoire, et qui arrivent en disant, ben voilà, je représente mes alliés européens, je n'ai rien à dire, je ne connais rien à rien, et qui vont essayer, par le discours, par la communication, de régler des problèmes fondamentaux. Et d'imposer leur volonté, quelque part. Et d'imposer leur volonté. C'est cette arrogance que l'on évoquait au début de notre conversation. Donc on fait les choses totalement à l'envers. Il faut des professionnels. Lorsque les Américains vont négocier, je dirais, un traité ou une position, ou de négocier même des contrats, j'ai travaillé pour eux, je peux vous dire que ce sont des vrais professionnels. Ils arrivent avec une armée de négociateurs. Nous, on prétend, parce qu'on est la France, parce qu'on a fait ci ou ça dans le passé, mais qu'on ne connaît rien, convaincre et imposer nos vues. Une société de communication avec moins d'action et peut-être, on va dire, peut-être moins de front ouvert, mais quand on commence un dossier, qu'on aille jusqu'au bout, quelque part. Exactement. Le travail, la connaissance. Travail, connaissance. Et la stratégie, la vision. Transition vers la Russie. Donc l'année dernière, je crois que c'était au mois de mars, vous avez été première édition du mouvement international russophile. Il y avait, je crois, 40 et quelques nations qui étaient représentées et vous avez donné un discours chargé d'histoire, chargé de bon sens, qui a été énormément écouté par les gens, parce que j'avais parlé avec certains journalistes qui a rappelé la proximité de la France et de la Russie, nos liens historiques. Et quelque part, j'ai cru voir dans les journaux que ça avait été un peu aux grandes dames de votre famille, puisque tout le monde n'était pas d'accord. Là, est-ce que c'est encore la presse française qui essaye de générer un conflit qui n'existe pas? Oui, la presse française a essayé de créer une polémique. Nous sommes une famille unie, nous respectons, nous aimons beaucoup. On a beaucoup parlé des dissensions avec notamment l'un de mes frères qui est très proche de Macron. Je peux vous dire que ce soir, nous serons ensemble à une réception qui est donnée pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Après, chacun a sa sensibilité, ses différences, ses choix politiques, mais ça n'est pas du tout une désunion. Ça a été très largement monté en épingle, comme le fait que, après m'être exprimé à Saint-Pétersbourg dans le forum de l'Union des cultures, où j'ai pu m'adresser au président Poutine sur ce qui réunissait les peuples, sur ce qui nous permettait de construire quelque chose en tant que partenaire, et il faudra bien un jour négocier avec la Russie. Je rappelle que la discussion et le dialogue, quoi que puisse en dire le président Macron, est totalement rompu entre la Russie et aussi avec d'autres pays. Quel va être l'interlocuteur en France de Poutine pour négocier la paix en Ukraine? Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, il faut travailler sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous réunit. Nous avons une relation commune avec la Russie. Mon grand-père s'est toujours attaché à défendre cette relation de partenariat parce qu'il estimait que la Russie était l'allié indispensable, l'allié de revers indispensable pour la prospérité et l'équilibre du monde. Il disait, pour la France et la Russie, être réunis, c'est être fort, se trouver séparés, c'est se trouver en danger. Je cite souvent cette phrase. Il y a là comme un impératif catégorique de la géographie, parce qu'évidemment, il faut regarder la géographie, de l'expérience et du bon sens. Il a aussi dit, en France, et même aujourd'hui, nous n'avons jamais considéré la Russie comme un ennemi, et pourtant c'était au moment de grandes tensions, dans le cadre de la guerre froide. Il a aussi dit, je suis pour le développement de l'amitié franco-russe, je cite mot à mot, et je n'ai jamais, et je n'enverrai jamais d'armes à des pays qui se seraient battus contre la Russie. Nous sommes Européens, nous avons une communauté d'intérêts et de destin. Cette guerre a été provoquée
par des intérêts anglo-saxons pour affaiblir l'Europe et surtout pour éviter que l'Europe puisse s'allier à la Russie, parce que cela en aurait fait une puissance très grande, totalement autonome en termes de matières premières, aussi stratégiquement et aussi diplomatiquement. Le président américain et le chef de la diplomatie européenne ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas la paix, puisqu'ils ont dit qu'il ne pourrait pas y avoir de paix en Ukraine avant les élections américaines. Mon grand-père, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance, c'est le refus d'une politique de bloc, la possibilité, le choix et la volonté d'avoir des partenaires pour l'intérêt de la France, pour son équilibre, pour sa prospérité, de choisir ses alliances. Et toute sa vie, malgré les difficultés de son époque, malgré la guerre froide, il a défendu la nécessité d'avoir cette relation avec la Russie. La Russie est un des pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il reconnaissait absolument, les Américains ont tendance à l'effacer, ils ont sacrifié beaucoup de gens, le rôle beaucoup considérable de leurs concitoyens. Qu'a joué la Russie, l'URSS de l'époque, dans la victoire contre l'envahisseur commun. Il y a eu le sang versé de nos deux peuples, de la France et de la Russie, contre l'envahisseur nazi. Et la Russie est un des leaders et d'un des moteurs du monde multipolaire d'aujourd'hui. Je pense que l'opinion publique change. Nous avions cette conversation tout à l'heure. Eh bien, Poutine a été élu, je dirais, homme international de l'année par le Parisien en 2023 et stratège international par le Wall Street Journal l'année dernière. Je pense que les mentalités changent. Il faudra de toute façon négocier avec la Russie. Il faudra repenser des équilibres. Je voudrais aussi que la France retrouve son rang, sa voix et le dialogue avec les pays africains. Si la Russie a eu toutes ces avancées diplomatiques, il faut penser que son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, que j'ai rencontré, peut être pro-russe, peu importe, c'est un monsieur qui connaît très bien ses dossiers, c'est un monsieur qui est très professionnel, et c'est un monsieur qui était tout le temps dans l'avion. C'est-à-dire qu'il a parlé aux pays africains, c'est-à-dire qu'il a couvert, qu'il a écouté, et qu'il a fait rayonner, sa diplomatie. Voilà. Si la Russie a ces résultats, les résultats qu'elle a aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'elle a travaillé, parce qu'elle s'est donné du mal, parce qu'elle avait quelque chose à proposer, au lieu de refuser un dialogue, parce que c'est une vraie diplomatie, une diplomatie de professionnels. Les Américains ont des diplomates professionnels, les Anglais ont des diplomates professionnels, et nous avons abandonné encore un peu plus de notre souveraineté, parce que les gens qu'on envoie ne sont pas des professionnels, n'ont pas la compétence technique, n'ont pas le professionnalisme, n'ont pas le bagage qui permet de défendre nos intérêts. Quand vous vous exprimez au président Poutine, il y a une autre polémique qui apparaît sur une histoire de nationalité et de passeport. Alors c'est quelque chose que je voulais vous poser quand même comme question, c'est est-ce qu'un De Gaulle peut accepter un autre passeport que le passeport français, parce que j'ai l'impression qu'on a encore une fois monté en épingle une histoire comme quoi vous prendriez la nationalité russe. Oui, alors c'est faux, parce que j'ai jamais dit que je la souhaitais. Je l'ai jamais demandé. Je n'ai qu'un seul passeport et c'est mon passeport français. Les gens qui prennent la nationalité russe ne peuvent pas, a priori, conserver leur passeport français. Je garderai toujours mon passeport français. C'est mon pays d'origine, c'est le pays qui m'a nourri. C'est la France que j'aime et je garderai toujours mon passeport français. Et on rappelle que pour les Russes, c'est très important, on va dire, l'origine, et pour vous aussi. Oui, mais les Russes sont très attachés à notre histoire et à notre culture. Vous parlez du président Poutine. S'il y a un seul pays qui compte pour lui en Europe, c'est la France, par son histoire et sa culture. L'élite russe parle français. Et connaît très bien la culture française. Et connaît très bien notre culture, absolument. Si aujourd'hui, quand vous allez dans les médias et quand on écoute les médias, j'ai regardé un petit peu, on vous quand même qualifie de pro-russe. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est encore une fois une étiquette qu'on essaye de vous coller pour vous empêcher de vous exprimer? Oui, clairement. On adore en France, notamment au sein des médias françaises principales, vous n'êtes pas dans ce cas heureusement, réduire le débat à quelque chose de binaire, c'est-à-dire vous êtes pro-russe, vous êtes anti-russe, vous êtes complotiste. Ça permet de simplifier les choses et surtout d'éviter le débat et d'éviter la discussion. Il est vrai que je favorise l'amitié franco-russe, que je crois à l'union de nos cultures,
Mais je favorise également l'union des cultures avec les pays arabes. Je vous disais que ma femme est musulmane. Nous sommes un pont, une culture entre plusieurs pays. Tout ce qui permet de faire en sorte que la France soit grande et qu'elle soit reconnue comme partenaire crédible et respectée vis-à-vis des autres pays et des grandes puissances du monde, c'est mon combat. C'est ce pourquoi je me battrai toujours. Et de faire en sorte que nous soyons reconnus et que nous redevenions le référent que nous avons toujours été. Alors ça passe par un dialogue avec la Russie évidemment, mais ça passe aussi par un dialogue avec les États-Unis, ça passe aussi par un dialogue avec les pays africains, avec les pays arabes, avec la Chine. Ce soir, encore une fois, nous allons célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C'est ma position. Je pense que d'être pro ceci ou pro cela, c'est une simplification. Mais il est vrai que je défends l'amitié franco-russe parce que je pense qu'elle est nécessaire à notre pays. Elle est nécessaire à la stabilité et la prospérité de l'Europe et de la paix. Les faits l'ont montré. J'ai eu une prise de position assez tôt, en ce sens. Les faits aujourd'hui me donnent raison. Les mentalités changent. Bientôt, les nations s'assoiront à la table des négociations pour la paix en Ukraine. Et je souhaite que la France soit dûment représentée et ait son rôle à jouer. Et vous pensez qu'un accord de paix en Ukraine est possible ? Je pense qu'il est plus que souhaitable et indispensable. Il faut arrêter cette surenchère militaire. Je pense aussi que les pays de l'OTAN et la France ont franchi un cran vers, je dirais, le risque d'un conflit généralisé. Je ne parle pas d'un conflit nucléaire, mais d'un conflit généralisé, parce que chaque fois, on va un peu plus loin dans l'armement d'un pays qui n'a pas les ressources nécessaires pour continuer la guerre. L'OTAN, ni les États-Unis, ni la France n'ont les moyens nécessaires pour continuer la guerre. Elles ont entretenu une illusion et une surenchère pour le grand malheur du peuple ukrainien en donnant des armes qui étaient prises sur des stocks anciens, des armes qui avaient 30 ans. On parle de F-16, mais les F-16 sont des avions qui ont été, je dirais, qui datent des années 70. Il n'y aura pas d'avancée majeure, je dirais, stratégique sur le terrain, sauf à entretenir une situation de danger. Les Russes, s'ils ont déclenché cette opération militaire spéciale, cette guerre, on va l'appeler par son nom, c'est parce que on leur a menti pendant très longtemps de ne jamais élargir l'OTAN à l'Est. C'est une promesse qui avait été faite à Gorbatchev lors de la réunification allemande dès 1989. Il n'a pas exigé d'accord écrit. L'OTAN est devenue maintenant un instrument de marketing politique. L'OTAN ne remplit plus son rôle. L'ex-président Trump l'a dit plusieurs fois qu'il ne donnerait de toute façon pas la possibilité, en cas de conflit, à ce que les Américains participent en quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'ils nous laisseront seuls. Il faut faire la paix aujourd'hui. Il y a eu 1 million de tués de part et d'autre, beaucoup plus du côté ukrainien. Je pense que ce pays jouait sa survie politique avant la guerre en Ukraine parce qu'il est très corrompu, parce qu'il est très endetté. On a promis un rôle exagéré à l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe. Je pense que cette situation est grave. Elle met l'Europe en danger, elle met la France en danger. Et l'implication directe de la France et des pays européens dans ce conflit nous met aussi en danger. Je pense que ça nous appauvrit considérablement. Les sanctions font le jeu des Américains. Les sanctions surtout nous appauvrissent, nous Français nous appauvrissent, nous Européens. Et il faut dire qu'un des gagnants de cette crise, c'est la Russie en particulier, puisque la économiquement, politiquement, la Russie a un taux de croissance qui va dépasser 4%, a un déficit de la balance commerciale qui n'est que de 1%. Et lorsque vous avez des politiciens comme Bruno Le Maire qui disent qu'on va mettre la Russie à genoux, qu'on va mettre la Chine à genoux, eh ben, ils mentent aux Français. Cette guerre nous fragilise. Cette guerre est source de massacres. Les Ukrainiens sont les premières victimes. Il faut faire la paix. Je pense que nous avons très largement les moyens de la faire. La paix a été
voulu et négocié dès le lendemain de l'opération spéciale. Zelensky était prêt à l'accepter dès le 25 février. Il y a eu jusqu'à 7 ou 8 accords de paix dès le mois de mars sous l'égide de l'ex-président Bennett, l'ex-premier ministre israélien, sous l'égide du président Erdogan. Et ça a été torpillé par les anglo-saxons, en particulier Boris Johnson, dès le mois d'avril, qui a dit non, il faut continuer à faire la guerre. Il est grand temps de s'arrêter, que la paix revienne, aussi pour le bien des Ukrainiens, pour la paix de l'Europe et pour la paix de la France. Pierre de Gaulle, vous venez de parler de l'ancien président israélien. Vos positions sur le conflit au Moyen-Orient qui se passe avec, on va dire, cet acte terroriste du 7 octobre, qu'on peut qualifier comme acte de terrorisme, qui est qualifié comme acte de terrorisme parce que c'est une attaque contre le peuple israélien. Et quand on regarde après la balance, eh bien, on va dire, certains aujourd'hui appellent tout ce qui se passe en Palestine, dans la bande de Gaza, comme un génocide. Donc en fait, est-ce qu'on est allé trop loin de part et d'autre, et est-ce que la France ne devrait pas intervenir dans un conflit de cet acabit si jamais on avait un rôle à jouer dans la diplomatie internationale? Encore une fois, c'est une faute diplomatique du président Macron de s'être prononcé immédiatement contre un cessez-le-feu aux côtés des Américains, de la Grande-Bretagne et du Japon, parce qu'il a privé la France de sa capacité d'arbitrage. La France est une nation très présente historiquement, écoutée, avec beaucoup de liens diplomatiques avec les pays arabes, qui a toujours eu son rôle à jouer dans la médiation des conflits au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Une France écoutée. Je ne pense qu'il n'y a aucune solution à cette guerre s'il n'y a pas une solution à 2 États, avec une garantie réciproque pour la sécurité de l'un et de l'autre. Je défends bien évidemment le droit d'Israël à défendre ses intérêts vitaux. Je condamne le terrorisme. Il faut quand même souligner, et ça a été reconnu, que le gouvernement Netanyahou, après 20 ans, des scandales de corruption, une position politique et internationale extrêmement fragilisée, avait contribué à soutenir le Hamas pour contrer le Fatah de Yasser Arafat et contrer les groupes terroristes existants dans la région. Le gouvernement de M. Netanyahou savait qu'il y avait un danger d'attaque. Encore une fois, Israël a le droit de se défendre, mais cela ne saurait en aucun cas, je dirais, autoriser le bombardement massif d'une population quand on est la première victime. Il faut absolument imposer, et l'ONU évidemment a son rôle à jouer, elle a perdu son rôle d'arbitre international, son autorité sur la scène, sur l'échiquier mondial. Il faut que l'ONU puisse imposer, donner les garanties d'une solution à 2 États, avec des garanties réciproques de l'un et de l'autre, sous la Charte des Nations Unies, comme le souhaitait mon grand-père en 1967. Je reste dans cette position, évidemment, qui était une position visionnaire et réaliste, tout en défendant, encore une fois, le droit d'État d'Israël à se défendre. Mais nous sommes dans une situation dramatique qu'il faut absolument arrêter. Alors, c'est tellement dramatique qu'il y a un avocat sud-africain qui a attaqué le Royaume-Uni et les États-Unis dans le cadre de ce soutien à Israël. Je trouve que c'est intéressant de voir les BRICS, on va dire, l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays où il y a eu l'apartheid, il y a une réunification qui vient essayer d'imposer par le biais de la Cour internationale de justice une forme d'accord de paix et de juger illicite tous ces actes qui sont passés. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire sur ça? Écoutez, il y a d'autres pays qui ont beaucoup de choses à se reprocher et qui ont eu des implications dans des conflits et des guerres qui devraient être entendus auprès de la Cour pénale internationale. Je ne suis pas sûr que la Cour pénale internationale soit un bon moyen de régler des conflits et des drames humains, et surtout des drames comme celui d'aujourd'hui, avec des populations qui ont tant de souffrances. Donc c'est plus la diplomatie, on va dire, qui doit agir très vite, absolument, bien plus rapidement. Je crois bien plus. Toute vie humaine vaut la Charte des diplomatie. Nations Unies, mais tout État ou tout régime qui est dans l'excès doit être entendu.
et doit pouvoir s'expliquer, se défendre et être même appelé à s'exprimer devant des instances ou des juridictions internationales. Je crois que c'est un équilibre de démocratie. Et si la paix entre les peuples, des solutions peuvent être trouvées, eh ben, tant mieux, il faut utiliser tous les moyens possibles pour que la paix revienne. Alors le courage de la paix, pour vous, c'est ça? Oui, absolument. C'est un engagement, une volonté, mais j'en ai l'ardeur, la détermination. Je pense que le désir de paix, le désir d'écoute, le désir d'équilibre, de partage, le désir de la France, le désir d'une belle France, de défendre les Français, c'est en chacun de nous. Et l'escalade d'engagement qui nous mène vers un conflit généralisé aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? C'est de la médiocrité? C'est quelque chose qu'il faut combattre? C'est la solution de facilité? Je pense que c'est une fuite en avant. Et surtout, c'est une perte de souveraineté et d'indépendance. Je crois que les Français ont compris, et vous le dites, et la presse internationale le dit, qu'il y a un véritable danger de pousser Poutine à la faute. Il faut quand même pas voir la Russie avec des yeux d'Européens. Ce sont des conquérants, ce sont des gens rudes, ce sont aussi des gens qui ont une grande culture. Ce sont des gens qui sont non pas les arriérés qu'on a pu décrire. Les Chinois aussi sont une grande nation. Il faut garder, nous, notre indépendance, notre capacité d'arbitrage et éviter ces guerres vers lesquelles nous sommes entraînés au profit d'autres puissances qui ont leurs propres intérêts. Autodétermination, paix dans le monde. Peut-être ma dernière question. Aux États-Unis, il y a un candidat hors système, Kennedy, qui s'est déclaré, il est sorti, on va dire, de la course à l'investiture du Parti démocrate et qui est allé essayer de rassembler bien loin des clivages politiques. C'est un ancien avocat, donc quelqu'un issu de la société civile, un peu comme vous. Est-ce que c'est votre destin, on va dire? Allez-vous vous présenter aux élections présidentielles pour essayer de rassembler? Mon destin est celui de la France et des Français, j'espère en tout cas. Mais mon agenda est celui de la France. Je ne fais pas de politique. J'ai évidemment une aspiration qui est grande pour la France et les Français, qui est celle de porter mon pays haut sur la scène internationale, mais également un pays qui écoute et qui est attaché à la défense des intérêts, à la sécurité et à la prospérité des Français. Si cette échéance me donne la possibilité de réaliser cet idéal, eh bien, je serai présent. Quant à Kennedy Jr., je suis très intéressé par son parcours, parce que pour moi, c'est une alternative extrêmement intéressante et utile, et que justement, il ne fait pas partie de cette classe politicienne, qu'il crée un clivage extrêmement positif, un débat extrêmement positif pour son propre pays. Et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite. Je pense que c'est une très bonne chose pour la société américaine qu'elle puisse se réinventer à travers le discours, à travers la démarche de Kennedy Jr. Alors quand on écoute les géopolitologues français, les spécialistes des élections américaines, on entend le match Trump-Biden qui est lancé. Et on ne parle jamais de ce troisième candidat qui, pourtant, dans les intentions de vote, dans les avis, recueille beaucoup d'éléments favorables. Et il est un peu comme vous, censuré dans les médias. J'étais la semaine dernière aux États-Unis et c'est assez incroyable parce qu'on voit le même phénomène là-bas qu'ici. C'est-à-dire toutes les voix alternatives, toutes les voix qui dérangent, toutes les voix qui sont hors système, on les censure. Un mot sur la censure peut-être? Oui, vous savez, les élections présidentielles américaines, c'est un show, il y a beaucoup de marketing. Il faut quand même penser que ce sont les grands argentiers, les grands industriels et les grands financiers qui font l'élection américaine et que les choses se jouent au dernier moment. Il y a encore quelques mois avant le mois de novembre. Je crois qu'on peut avoir des surprises. Je pense que quel que soit le résultat de cette élection, Bob Kennedy est une alternative intéressante. Il peut se passer beaucoup de choses. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est ayant rencontré certains de ses soutiens, il n'a pas de problème d'argent. Et donc, c'est déjà quelque chose qui veut dire qu'il y a des gens qui le soutiennent. Bien entendu, mais c'est le jeu de la démocratie. Il faut un équilibre, il faut plusieurs candidats. Et c'est le peuple américain qui sera souverain et qui décidera.
sachant qu'encore une fois, c'est peut-être moins, moins direct que chez nous, puisque ce sont les grands électeurs qui élisent le président. Je suis très attaché au droit de vote des Français et des Françaises. Je suis très attaché au suffrage universel. Je regrette qu'en France, les élections aient perdu un peu de leur représentativité parce qu'on a voulu, avec des proportionnels, des équilibres politiques divers et variés, je dirais un peu abîmer le vote des Français qui doit rester direct. Eh bien, merci beaucoup Pierre de Gaulle pour cet entretien essentiel, de nous avoir donné autant de votre temps. Vous avez fait un diagnostic du besoin des Français. Vous avez mis énormément de votre temps dans cette fondation. Si les Français, vous avez un désir de voir Pierre de Gaulle plus souvent, vous avez un désir d'aider à cette réflexion, eh bien, d'abord, il faut donner à cette fondation. Donc, ça vous permettra peut-être de vous faire désirer encore plus et d'accomplir un certain destin. En tout cas, je tiens énormément à vous remercier. Peut-être le mot de la fin pour les lecteurs de François, les auditeurs de François, les Français qui nous écoutent. Je voudrais saluer les auditeurs, saluer votre journal et le travail que vous faites. Vous êtes un journal qui exprime la résistance, qui exprime une opinion, je dirais, de diversité, peut-être plus libre. À travers ma fondation, j'ai effectivement besoin du soutien de tous et je voudrais que ma fondation soit, à travers cette plateforme de communication, la possibilité pour les Français de s'exprimer. Je reçois beaucoup de messages. Nous n'avons pas, parce que nous sommes une petite équipe, toujours la possibilité d'y répondre. Ce sont des gens qui aiment la France, ce sont des gens qui veulent un recours, qui veulent une alternative, qui veulent être entendus, qui veulent être représentés. Il y a parfois des cris de détresse par rapport à des situations d'incompréhension, de fragilité économique dans leur métier, dans leur vie de tous les jours. J'essaierai d'y répondre autant que je peux. Je peux vous dire que ces messages me touchent profondément parce que c'est la France qui parle et que pour moi, je le reçois avec énormément d'émotion, de responsabilité et que c'est un devoir et c'est une passion que d'essayer de les défendre et de porter ce pays que j'aime le plus haut possible et faire en sorte qu'il soit entendu, que les Français soient entendus. C'est mon combat. Merci beaucoup Pierre de Gaulle, merci beaucoup à vous de nous soutenir, de nous avoir suivis pour ces entretiens essentiels, pour essayer de dénicher ces talents que la France a, qui sont cachés. Vous aviez cité Louis XI comme un exemple, le souverain qui était caché à l'écoute du peuple. Eh bien aujourd'hui, j'espère que vous serez entendus, vous serez découverts et qu'on comprendra la profondeur de votre réflexion. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire chez François, de vous amener ces moments alternatifs, mais ces moments de vérité. C'est notre devoir de vous informer de cette manière. À très bientôt et merci de nous suivre, merci de nous soutenir. Bonne journée à tous. Merci Xavier. Merci Pierre de Gaulle.